étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un Il était un livre car ça faisait un petit bout de temps. J'en ai 5 à vous présenter puisque j'ai décidé de repartir entre guillemets de zéro en prenant que mes lectures de janvier parce qu'en fait j'ai tellement de retard, je pense que vous n'avez pas idée. Je pourrais faire je crois une quarantaine d'Il était un livre avec environ 5-6 livres par vidéo, donc autant vous dire que c'est clairement pas rattrapable. Je pense que de temps en temps je glisserai 2-3 livres assez anciens parce qu'il y en a certains dont j'ai envie de vous parler, mais c'était donc en 2025. Mais donc pour ce début d'année, reprenons sur de bonnes bases. En plus en janvier j'ai pas lu tant que ça, donc franchement c'est vite fait on va dire. J'ai 2 romances de Noël à vous présenter. Je sais que c'est plus trop la saison, donc si jamais vous ne voulez pas écouter cette partie là, je vous mettrai un petit timecode pour que vous puissiez écouter la suite de la vidéo sans forcément passer par la case romance de Noël. Tout d'abord nous parlerons du roman de Valentine Stergan qui est Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, qui est édité donc chez Hugo Poche. Ensuite nous parlerons de Noël est une arnaque de Tamara Baliana, toujours édité chez Hugo Poche. Ensuite je vous parlerai de Plus sombre et la rose. Je vous mets la couverture ici car le roman n'est pas encore sorti. J'ai eu la chance de le lire en bêta lecture, qui est donc écrit par Solène Doriac. Ensuite je vous parlerai de La Psy, écrit par Freda McFadden, qui est un incontournable et qui est d'ailleurs le seul autre roman que j'ai lu de cette autrice, hormis donc La femme de ménage, mais je ne compte pas les 3, enfin c'est la trilogie et c'est un autre que j'ai lu d'elle. Et enfin nous terminerons cette vidéo avec un roman tout doux qui est Les astres brilleront toujours de Pauline Bilisari. Autre petit aparté, je suis navrée pour ce décor qui est un peu en bordel de ce côté là, et ici très clair, il y a rien, il n'y a pas de décor, enfin c'est tout vide parce qu'avant il y avait mon sapin et en fait là c'est un peu le chantier chez moi, d'accord, je voudrais ranger ma bibliothèque donc c'est un peu pas ouf le décor mais je fais du mieux que je peux et j'espère que ça vous plaira quand même, et c'est surtout les avis lecture en fait qui comptent. Bref, aparté terminé, on va pouvoir passer à mon avis sur Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Et donc dans cette histoire on suit Irène qui ne se sent plus assez bien avec son compagnon, ça faisait je crois 10 ou 15 ans qu'ils étaient ensemble et en fait ça se passe plus assez bien, ils essayent tant bien que mal de faire un enfant sauf que ça ne marche pas et donc il y a énormément de tension entre eux et donc petit à petit forcément la relation se dégrade. À ce moment là elle va apprendre qu'une vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre et donc ni une ni deux elle se dit en fait c'est le moment, je plaque toute ma vie et je pars vivre en Angleterre, je largue du coup mon mari, je sais plus s'ils étaient mariés mais bon bref, son copain, son projet bébé etc. Elle largue toute sa vie pour partir en Angleterre et elle va arriver dans une magnifique maison dans un petit village tout cosy et son voisin n'est autre qu'un ours mal léché comme elle l'appelle, c'est-à-dire un homme grincheux qui a vécu un drame et ce qui explique aussi un petit peu son comportement et qui a un fils qui est d'ailleurs extrêmement attachant. Ah oui, anecdote, le mari s'appelle Rudolf et elle du coup elle s'appelle Irène, mais j'ai un peu de mal à retenir tous les prénoms. Et d'ailleurs donc ça c'est le voisin on va dire de gauche et le voisin de droite. Peut-être que pour vous c'était à l'endroit mais moi j'ai dit droite à gauche et gauche à droite. Bref c'est pas grave. Mais donc son autre voisin c'est un vieux monsieur qui est donc septuagénaire, c'est ça, qui est assez loufoque et qui va pas mal rigoler avec elle, qui va vraiment venir s'intégrer à sa vie. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, ça partait mal quand même. J'ai pas trop aimé le début, notamment avec du coup Irène et sa relation on va dire d'avant. J'ai pas trop aimé la manière dont elle gérait ça, comment elle réagissait face à son mari, enfin comment elle réagissait même à d'autres choses, et du coup je suis en mode qu'est-ce que je fais? Je pousse vraiment cette lecture, est-ce que j'ai envie de savoir la suite, est-ce qu'il me tente encore vraiment? Je ne savais pas trop, surtout qu'en plus il faisait partie de ma sélection des si je l'ai pas lu en 2025 c'est ciao. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu triché mais c'était la première édition, j'avais pas eu beaucoup de temps pour lire du coup en 2025, du moins sur la dernière partie de l'année où j'ai commencé à faire ce petit challenge. Et donc il y a eu quelques rescapés, notamment là pour cette première partie de 2026, je vais essayer de me donner une deadline. Et s'ils sont pas lus c'est ciao, mais du coup celui-ci je l'ai lu en janvier donc je suis très contente puisque je l'ai pas viré en 2025 mais je l'ai lu début 2026. Et donc malgré ce début assez complexe, finalement j'ai quand même apprécié voilà la fin de l'histoire, la manière dont c'était tourné. Il y a que l'épilogue aussi où j'étais pas super fan, mais bon après ça m'a quand même fait rire en vrai. Enfin, il y a un petit côté humoristique où j'étais en mode c'est marrant et tout, et d'un autre côté je me suis dit en vrai ça sert un peu à rien, et d'un autre côté je me suis dit ça fait écho un peu bref, je peux pas vous dire, je suis en train de vraiment m'embrouiller, je vais finir par vous spoiler, c'est vraiment pas le but. Sinon côté positif, j'ai adoré le personnage de Quincy qui est donc le petit garçon de Rudolf, qui était vraiment adorable, hyper attachant, hyper
guilleré, et du coup il apportait vraiment une lumière au livre et j'ai adoré ce personnage. Et même en vrai Rudolf, il m'a beaucoup touchée, j'ai eu beaucoup de compassion en fait pour lui, pour ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu, comment il devait gérer la situation. Franchement il m'a beaucoup touchée. Mais du coup la protagoniste qui est Irène, j'avoue que c'est clairement pas le personnage que j'ai préféré. Elle était très rigolote, j'ai appris à la connaître aussi à travers les pages et du coup j'ai trouvé ça cool, mais le début de l'histoire m'a quand même chagrinée. Du coup j'étais en mode bon, je l'aime bien quand même, mais pas au début. Bref, vous l'avez compris, ça reste une bonne lecture même si le début était complexe. Je pense que je peux quand même le recommander. Après voilà, c'est clairement pas la meilleure romance de Noël que j'ai lue. Et en fait si on enlève ce début, je vous jure que c'était trop bien. Y a plein de choses que j'ai aimées, notamment à travers une passion d'Irène, à travers l'Angleterre, à travers les relations en fait entre certains personnages, pas tous. Voilà du coup pour celui-ci. Et donc la seconde romance de Noël, c'est Noël est une arnaque, comme je vous disais, qui est un roman qui se passe en Alsace. Et il faut savoir que j'adore, mais vraiment j'adore beaucoup, ça se dit pas, cette région que j'ai pu visiter du coup 2 fois, qui était vraiment sublime. Forcément je l'ai vu à Noël, donc ça rend la chose encore plus merveilleuse. Mais du coup ça m'a fait plaisir de plonger dans la ville d'Illwiller. Voilà, je cherchais le mot, j'ai pas vérifié si c'était une vraie ville. C'est une très bonne question et je me pose toujours ce genre de questions en vidéo, mais jamais avant. C'est super pratique. Du coup on suit Clémentine qui a récemment ouvert un salon de thé dans la ville d'Illwiller. Sauf qu'un matin elle arrive et elle voit son magasin tagué par Noël est une arnaque. Autant dire qu'en Alsace, voilà, c'est un peu complexe, disons que c'est pas vraiment l'endroit approprié, quoique finalement si tu veux faire un délit, si. Et donc forcément en plus c'était la période de Noël et a subi les foudres de absolument tout le monde. Et la situation se complique lorsque François Wagner, qui est donc un entrepreneur local et qui a l'accusé d'avoir commis justement ce graffiti, est retrouvé mort dans une cabane du marché de Noël qui se trouve en face de sa boutique. On suit aussi le personnage de Loris qui est un gendarme, enfin le gendarme de la ville d'Illwiller et qui va donc pas mal côtoyer Clémentine. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est donc une romance de Noël. Et bien écoutez, c'était franchement super chouette. J'ai passé un super moment à la fois par l'ambiance, la ville, etc. mais aussi par cette petite enquête. Je trouvais que ça rendait la chose hyper bien. C'était à la fois doux et en même temps hyper prenant. Enfin je sais pas, c'était vraiment le mélange parfait de cosy, de mystery. Enfin voilà, j'ai vraiment trop aimé le côté noëlesque, forcément, le côté hivernal aussi qu'on a pas mal. On a aussi du coup la grand-mère de Clémentine qui est présente et j'ai adoré son personnage, c'était très touchant. Je vous parle pas tellement d'univers en vrai, c'est plus en fantasy parce que dans ce genre de roman forcément je parle beaucoup des relations entre personnages, mais c'est ce qui je trouve est assez important. Certes le décor l'est tout autant, mais moi ce qui me touche particulièrement ça reste la relation entre les personnages, la manière dont ils évoluent, dont ils communiquent, etc. Je parle pas forcément des 2 protagonistes dont l'histoire tourne autour, je parle même de manière générale. Et en fait il y a eu une belle histoire d'amitié, il y a la relation grand-mère, petite fille qui était hyper douce, l'histoire d'amour forcément, mais en fait oui il y a eu plusieurs amitiés même, et je trouvais ça assez doux et franchement c'était une belle lecture. D'ailleurs je crois qu'il n'y a pas de sans faute hormis la mauvaise communication à la fin où je me suis dit tu réfléchis pas 2 secondes cocotte, vraiment t'essaies de résoudre un meurtre mais il y a un truc qui est flagrant qui te saute aux yeux et genre tu ne penses pas une seule seconde, et là je me suis dit non, en vrai c'est de l'abus. C'est le seul moment où j'ai pas trop aimé, et encore bon c'est le jeu, c'est une romance de Noël, je m'attendais un peu à ce genre de rebondissement même si j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais bon c'était pas si grave. Et d'ailleurs c'est le roman que j'ai eu pour décembre dans notre calendrier de l'Avent, toujours pas même un an après je le dis toujours, non, dans notre calendrier de l'année, c'est à dire qu'on avait un livre par mois à ouvrir qu'on s'offre du coup, et franchement c'était trop chouette. Et donc lui c'était le 12e, donc une très belle découverte. Nous pouvons passer maintenant à Plus sombre et la rose, qui est le roman de ma copine Solène Doriac. Et donc je vais vous lire le résumé parce qu'en vrai c'est assez complexe, j'ai essayé de le résumer une fois. Autant vous dire que je me suis emmêlé les pinceaux parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à le résumer, donc je vais l'apprendre, promis. Mais donc le résumé débute ainsi. Au cœur des brumes écossaises se dresse le manoir des Lacombe, une famille de collecteurs d'âmes qui éliminent ceux qu'elles jugent mauvais pour le compte d'une force mystérieuse. Willow Lacombe grandit au sein de cette famille atypique, sans parvenir à y trouver sa place. Mais tout bascule lorsque ses parents sont assassinés, la confrontant à l'injustice brutale de sa propre réalité.
Déterminée à les venger, Willow se lance dans une quête afin de retrouver le meurtrier et lui faire payer ses crimes. Comme dit l'adage, plus sombre est la rose, plus piquantes sont les épines. Donc ça c'est vraiment le pitch global. Je rajouterai donc par rapport au fait que c'est une famille de collecteurs d'âmes, il y a une entité qui donc leur permet richesse, bonheur et tout ce qu'il y a de positif en fait en échange de dons donc d'âmes. Et la particularité des Lacombe c'était qu'ils tuaient, du coup ils assassinaient clairement des meurtriers ou du moins des personnes qui faisaient des choses punissables comme par exemple tout ce qui est viol, meurtre, bref. Vous voyez de quoi je veux parler. Mais du coup je dirais que par rapport au résumé c'était pas assez mis en avant, enfin c'était peut-être pas assez expliqué donc je le rajoute ici. Et c'est un roman qui est assez dur à classer, c'est une romantasy, fantasy, enquête, enfin bref il y a pas mal de choses. Et donc pour vous dire mon avis, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous mentir, au début j'ai eu un peu de mal parce que ça touchait à des sujets, notamment le deuil des parents où j'étais en mode super. J'étais déjà pas hyper bien à ce moment-là où je l'ai lu, donc émotionnellement c'était assez complexe. Et en fait petit à petit je me suis quand même pris à l'histoire, j'ai vraiment imaginé toutes les scènes etc. Il y a des scènes extrêmement dures à lire, notamment une scène sur mineur. Voilà, du coup c'était assez complexe et du coup tout ça mis à bout, j'étais en mode oh, c'est éprouvant à lire, ça a dû être très éprouvant à écrire, mais en même temps il était assez poétique, il était très beau. J'ai beaucoup aimé la fin, notamment j'ai bien aimé du coup le personnage de Willow, mais aussi de son frère qui s'appelle, je ne sais plus, mais en fait donc c'est une histoire qui est inspirée de la famille Addams et de Phantom Manor, et donc forcément c'était un mélange qui me plaisait bien. Le roman se divisait en 3 parties, il y avait le avant, après, non, avant, maintenant et il y a longtemps. Et je crois que mes parties préférées ça restait sur le il y a longtemps, même si j'avoue que il y a un moment dans l'histoire où j'ai beaucoup trop pleuré. Enfin pour plein de sujets j'étais en mode mais j'en peux plus. Vraiment ce livre va m'achever, il m'a achevé, voilà je vous le dis. Mais c'est vrai qu'au début cette triple temporalité m'a un peu perdue, j'avais du mal à... Mais je pense que c'est aussi lié à mon cerveau du coup, et peut-être même à mon état à ce moment-là, j'avais du mal à tout imbriquer, donc ça c'était à tel moment, ça à tel... Bref, j'ai dû avoir un petit moment d'adaptation, j'ai cherché le mot pendant très longtemps, heureusement que on peut couper, hein, parce que vraiment 10 minutes pour trouver le mot adaptation, c'est un délire, mais donc tout ça pour vous dire que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé, et j'espère du coup que vous serez nombreux à le découvrir. Il sort donc le 7 mars et il sera dispo donc sur Amazon, et peut-être commandable du coup sur les sites style Fnac, Cultura, etc. De toute façon j'ai prévu plusieurs posts sur TikTok et Insta, enfin au moins 2, après je verrai en fonction de mon temps et de tout ça, mais au moins 2 posts pour l'aider, même si je suis clairement personne, à promouvoir son roman, voilà. Mais du coup forcément je vous conseille, et pas parce que c'est ma copine, même si forcément ça aide, mais en tout cas si vous souhaitez découvrir sa plume, mais peut-être pas avec Plus sombre et la rose, ce que je peux comprendre au vu des thématiques abordées, il y a aussi son autre roman qui est une romance, je crois contemporaine, du moins c'est une romance c'est sûr, qui est Perfectly Wrong for Me, donc voilà, n'hésitez pas, elle va en écrire d'autres et j'ai hâte de la découvrir avec d'autres personnages. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si je vous ai donné envie, même pour tous les romans, hein, je le dis pour lui mais c'est le cas pour tous, et en tout cas j'ai hâte de l'avoir entre mes mains, enfin de le revoir parce que je vais pas vous mentir, je l'ai déjà eu en version brochée, il était tellement incroyable, mais j'ai dû lui rendre parce que j'ai commandé la version Tsuki Tales. Nous pouvons maintenant passer à un thriller avec La Psy, donc un autre roman de Frida McFadden comme je vous disais. Hormis donc La Femme de ménage, donc 1, 2, 3 et la nouvelle, je n'avais rien lu de l'autrice, et donc là c'était un peu une redécouverte ou une nouvelle découverte, je sais pas trop comment je pourrais le qualifier. Et du coup, ah oui je vais peut-être vous faire un résumé. Du coup on suit 2 jeunes mariés qui sont Tricia et Ethan, ils sont à la recherche de la maison de leurs rêves, et donc leur agente immobilière leur propose un manoir qui est assez isolé, qui est donc l'ancien domaine donc de Adrienne Hale, qui est donc une psychiatre disparue 3 ans plus tôt. Sauf que coup de malchance, il y a énormément de neige, parce que vraiment il y a la tempête quoi, et ils se retrouvent bloqués dans cette maison, mais sans agente immobilière. Voilà, elle n'est pas venue, et comme il n'y a pas de réseau en plus, bah oui, puisqu'il faut rajouter quelques éléments, et bah donc elle n'est pas venue, elle n'a pas réussi à les prévenir, voilà, donc ils se retrouvent tous les deux coincés là-bas. Mais donc Tricia est persuadée qu'il se passe des choses étranges dans ce manoir, ou du moins qu'il y a quelqu'un encore présent, et
En fait, elle sent une sensation hyper chelou et de vous le raconter, j'ai vraiment, vous savez, cette sueur dans le dos là, qu'on n'aime pas trop, cette petite coulée, bref. J'ai un peu cette sensation en vous en parlant parce que je l'ai vraiment imaginé, je me suis vraiment immergée dans l'histoire alors que je l'ai écouté en audio. Après j'ai pas de problème avec ça, enfin je m'immerge assez facilement même en audio. C'est une vraie qualité, je vous le confirme, parce que franchement c'est agréable de pouvoir écouter tout en voyant en fait ce qu'on lit, même si je fais autre chose. Mais bref, revenons-en au résumé. Et donc dans cette demeure, elle retrouve des empreintes qui sont pas si vieilles, voilà, sur le parquet, qui datent peut-être d'hier ou d'aujourd'hui. Et donc comme si quelqu'un vivait encore là, c'est ce que je vous disais. Mais donc elle n'a pas le choix, son mari lui dit non mais arrête un peu ton charabia et de psychoter. On va dormir là, on n'a pas le choix de toute façon, il y a de la neige partout, on peut pas sortir, on peut même plus rouler, donc on est bloqué jusqu'à au moins demain matin. Et comme c'est une maison qu'ils étaient censés visiter pour l'acheter tout simplement, ils ont un peu visité le lieu pour se familiariser, pour voir s'il y avait vraiment quelqu'un ou pas, etc. Et donc durant ces fouilles, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme donc des enregistrements audio de chaque patient de la Dr Hale, donc il y a plus de 3 ans. Et donc une des dernières phrases, c'est: le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se lève lentement, mais déterrer des secrets enfouis est un jeu dangereux. Et en fait, je l'ai vraiment bien aimé. Alors, j'ai pas lu d'autres romans, je peux pas dire que c'est pas son meilleur, mais il m'a moins surpris que La femme de ménage, tout simplement parce qu'en vrai je trouve que c'est un peu le même système. Il y a des différences forcément, mais c'est un peu la même idée. J'ai à la fois été assez surprise par la fin parce que je me suis dit ah ouais, ok, j'avoue j'y avais pas particulièrement pensé, mais en même temps j'ai pas été super surprise parce que je me suis dit ouais, en fait ça m'étonne pas trop, en tout cas de sa plume. Donc d'un côté j'ai été surprise mais pas trop. Il y a quand même des éléments où j'avais vraiment la sueur comme je vous dis dans le dos, où j'étais en mode oh, je me sens pas bien là, vous savez, vraiment cette sensation hyper étrange. Et du coup en plus t'es chez toi dans la nuit, t'écoutes ça, ou franchement pas cool. Et d'ailleurs pour l'anecdote, je l'ai lu quand il y avait la tempête, je sais plus son nom, il y a pas longtemps, donc là en janvier. Et en fait il y avait les vieilles, en tout cas à Rouen il y avait les vieilles alarmes hyper fortes qui font un boucan de fou. Et je l'écoute, j'étais dans ma salle de bain, donc un peu dans le noir, vous savez, c'est le soir quoi. Je l'écoutais et d'un coup l'alarme de ouf, oh, j'ai eu peur, vraiment je me suis donné une frousse toute seule. Donc ouais, vraiment c'est un peu malaisant, voilà, je pense que c'est le mot que je cherchais. C'est assez angoissant et malaisant. Après je pense que si vous êtes adepte de frissons, ça vous fera pas grand chose en soi. C'est sûrement parce que je suis un peu une flippette, et aussi parce que voilà, il y a des conditions qui me mettaient moi mal à l'aise, et parce que j'ai beaucoup trop d'imagination dans ce domaine, notamment avec les voisins, les lieux abandonnés, tout ça, vraiment j'imagine beaucoup trop de choses. Et après il y a un autre élément de la fin, je me suis dit ah ouais, moi j'aurais peut-être pas fait ça, mais pourquoi pas. En fait c'est hyper dur de parler de ce roman sans pouvoir spoiler, parce qu'il y a des éléments où j'étais assez d'accord et d'autres moments où j'étais pas trop, enfin je sais pas comment expliquer, c'était un peu étrange. Mais malgré tout je pense que ça reste une bonne lecture, j'ai bien envie d'en découvrir d'autres évidemment. C'est hyper addictif, voilà, ça plume et je dirais pas non plus hyper travaillée, enfin elle est très légère, elle est très fluide en fait, c'est vraiment comme, enfin c'est du langage classique quoi, comme je vous parle là, c'est courant, voilà c'est le mot que je cherchais, c'est un langage courant, donc c'est vraiment très simple à lire, c'est hyper addictif, et comme je vous l'ai dit je l'ai écouté en audio et donc forcément c'était encore plus fluide, ça me coulait dessus si je peux permettre la métaphore, donc j'ai vraiment eu du mal à le lâcher, et c'est ça que j'aime trop en fait avec ces livres. Mais c'est vrai que le schéma est déjà assez répétitif, donc peut-être que les autres me surprendront encore moins et j'apprécierai encore moins, je ne sais pas trop. C'est pour ça que je veux pas non plus trop les enchaîner parce que c'est tentant, hein, surtout d'en lire aussi vite, mais faut pas non plus abuser des bonnes choses comme on dit. Et donc terminons cette vidéo avec Les astres brilleront toujours de Pauline Bilisari, qui est un roman donc en vers libre. Je vais essayer de... Ah voilà, parfait, c'est l'exemple même. Donc les pages, les chapitres sont plus ou moins pleines, on a un peu de prose, un peu de vers libre. C'est un format que j'aime vraiment beaucoup, que je découvre de plus en plus, enfin c'est pas que je connaissais pas parce que j'ai pu en étudier, mais que j'apprends aussi à découvrir pour mon plaisir personnel et pas celui de l'école, ou enfin en tout cas obligatoire. Et encore une fois c'est un roman que j'ai lu où j'étais émotionnellement pas super bien, comme pour Plus sombre et la rose. Et en fait j'ai enchaîné, je vous jure j'ai enchaîné ces lectures là, j'étais dans le mal déjà, je vous jure je faisais que pleurer à cette période là, c'était pas ouf. Ça a duré un petit temps, voilà. Et en plus de ça je lisais des romans qui me déprimaient. Voilà, c'était vraiment génial. Et encore une fois j'ai oublié de faire le résumé, mais donc on suit Céleste qui est en dernière année de lycée mais qui se sent
asphyxié par l'angoisse et donc par conséquent il lui est impossible de penser à son avenir. Et un jour Com va arriver dans son lycée et il est très intrigué par l'intensité donc de cette personne qui est Céleste, mais elle le repousse sans ménagement. Elle lui dit mais genre laisse-moi tranquille s'il te plaît, genre j'ai pas besoin de toi. Et d'ailleurs elle ne fait pas que ça avec Com, hein, c'est vraiment avec l'intégralité des personnes qui l'entourent. Mais ce qu'elle ignore c'est que lui aussi est blessé par la vie, par son monde à lui, et donc tous deux en fait vont quand même finir par se trouver et ils vont tisser un lien qui va les porter et essayer de les amener vers quelque chose de meilleur, enfin du moins de les soigner petit à petit. En fait ils ont tellement plus rien à perdre, ils sont tellement en train justement de se perdre eux-mêmes qu'ils vont se soutenir, ils vont s'allier et c'est fait d'une très belle façon. C'était vraiment très beau, très poétique, très doux et en même temps tellement percutant, tellement dur aussi à lire par du coup leurs deux histoires qui sont assez différentes et en même temps tellement dur, enfin vraiment ça nous prend en tripes. Et d'une certaine façon j'ai adoré le découvrir parce que voilà il véhicule quand même des beaux messages, il est plein d'espoir, il est beau, il est tendre, mais en même temps c'était très dur et elle a une puissance, ouais, Pauline Bilassari autour de tout ça, bah, notamment de l'angoisse, qui est très juste. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le découvrir. C'est le deuxième, je crois, que je lis de cette autrice. L'autre, c'était Ma maison en fleurs. Et je sais que j'en lirai d'autres de sa plume parce que voilà, ça me tente beaucoup. Et je me retrouve pas mal aussi dans certains de ses mots. Ces mots M-O-T-S et ces mots M-A. X, voilà, c'est le petit jeu de mots que je n'avais pas du tout prévu, mais ça marche très bien dans les deux sens. Et en fait je sais pas quoi vous dire de plus, mais à part que c'était vraiment très touchant, et même si je me suis pas tant attachée à Céleste, je crois, je me suis plus reconnue en Com, j'ai l'impression. C'était beau de les voir en fait se trouver et essayer d'avancer, et la fin aussi elle est belle, voilà, j'ai bien aimé. Elle est assez différente de ce qu'on peut imaginer et c'est ce que j'ai adoré justement. Voici du coup tous les livres que j'ai pu lire en janvier. J'en avais attaqué 3 autres ou 4 autres, je sais plus, que je n'ai pas pu terminer et du coup je les ai finis en février, donc ce sera pour le prochain update lecture. Du coup j'espère que ce renouveau des Il était un livre vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, s'ils vous tentent, etc., etc. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!